Le Premier ministre Brigitte Raffini était hier sur le chantier de construction du nouvel hôpital de district d'Arlit. Il s'est agi pour le chef du gouvernement d'aller s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Opération de rapatriement des ressortissants nigériens à Bangui en République centrafricaine. Le premier vol est arrivé hier à Niamey avec 152 personnes à bord. Les réalisateurs nigériens primés au festival du film documentaire de Blita au Togo et Algaïta, les trophées ont été présentés ce matin au ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Le Premier ministre Brigitte Raffini a visité hier à Agadez et ce pour la deuxième fois en une semaine le chantier de construction du nouvel hôpital de district du département d'Arlit. Il s'agissait pour le chef du gouvernement de vérifier si les insuffisances constatées lors de son premier passage ont été corrigées par l'entreprise en charge de l'exécution des travaux financés par l'Union européenne. Mohamed Madou, Ibrahim Marikou. Lancé en octobre 2012 pour un délai contractuel de 12 mois, le chantier de construction de l'hôpital du district du département d'Arlit et de réhabilitation de 2 CSI de la commune du même nom tarde à s'achever. Financé par l'Union européenne à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA, ils avaient été confiés à l'entreprise Mahamadou Kadri, un opérateur qui traîne malheureusement des pieds, pour honorer ses engagements portés initialement sur la date butoir du 30 juin 2013. Même si le taux global d'exécution gravite autour de 86%, une rallonge supplémentaire de 2 mois est encore nécessaire pour parachever les travaux. Très attaché à la concrétisation de ce joyau sur lequel repose l'espoir des populations d'Arlit, le Premier ministre Brigitte Raffini lui a consacré, malgré le caractère privé de sa présence dans la région d'Agadez, 2 visites en l'espace d'une semaine seulement. La dernière effectuée vendredi dernier en compagnie du gouverneur Garba Mikido, du préfet d'Arlit Alat Mougaskia et le maire de la commune Maouli Abdourahmane, s'est terminée sur un constat mitigé. Les imperfections relevées au premier passage, notamment le problème d'électricité, sont en partie corrigées, mais des efforts importants sont encore à faire, surtout en matière d'équipements médicaux de cet hôpital de référence. Le Premier ministre a exhorté l'entreprise détentrice du marché à donner un coup d'accélérateur aux travaux avec au finish l'obligation de remettre les clés d'un ouvrage construit dans les règles de l'art. Nous vous proposons à présent les impressions du Premier ministre à l'issue de cette visite. En tout cas, avec la bonne coopération de l'Union européenne, nous avons ici l'espoir d'avoir un ouvrage, d'avoir un établissement, en tout cas à la hauteur des attentes des populations. Mais voilà que pour un certain nombre de raisons, le chantier accuse un grand retard. Il y a des blocages un peu partout et nous avons essayé de demander de faire le nécessaire en ce qui concerne notamment un certain nombre de blocages tels que l'alimentation en eau, l'alimentation électrique. Et je me réjouis de ce que les sociétés comme la Nigélec et la SIN aussi ont fait des efforts substantiels, des efforts importants pour que les travaux démarrent. Je crois que là, au niveau de la Nigélec en particulier, ils sont bien avancés et très bientôt on aura l'alimentation électrique. Par contre, au niveau de l'entreprise, je n'ai pas noté la volonté et même, en tout cas, des évolutions que je peux qualifier de positives. Malheureusement, l'entreprise semble être en train d'hésiter et j'estime que là, ce n'est pas du tout une bonne chose parce que la confiance que l'État et le partenaire de l'Union européenne ont placée en elle est en train de voler en éclats. Elle a tout intérêt à rapidement accélérer les travaux, à mettre les bouchées doubles pour que tout ce qui repose sur elle, en tout cas tous ces engagements soient honorés. Et nous avons un certain nombre de formalités administratives qui bloquent certaines fournitures. Nous avons déjà donné des directives pour qu'au niveau de la douane, toutes les facilités soient faites. Mais hélas,
il semble bien que beaucoup de commandes ne soient pas encore lancées et donc le retard ne fait que se creuser. Il nous a été dit que dans 2 mois, on pourrait espérer la fin de ce chantier. Mais enfin, il reste beaucoup à faire. J'estime qu'il y a encore des choses à faire, énormément à faire pour que nous puissions arriver au bout de ce chantier. Maintenant, le partenaire, malheureusement, n'est pas là pour faire de la complaisance. Et en tout cas, il est question que l'Union européenne arrête son financement et nous sommes en train de demander, de voir comment est-ce qu'on pourrait obtenir une exception au niveau de ce partenaire pour qu'en faisant pression sur l'entrepreneur, nous puissions quand même arriver à bout de ce chantier, encore une fois, qui représente tout un espoir pour les populations de la région. Autre visite effectuée par le chef du gouvernement ce matin dans le département de Filengue, visite entrant dans le cadre de la mise en service des installations électriques des 4 localités du département, à savoir Tikal, Tukunus, Gaon, Sofongari et Luma. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué du gouvernement sur la situation de nos compatriotes vivant en Centrafrique, au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en République centrafricaine, est préoccupé par l'escalade de la violence et les agressions physiques contre des innocents. Le gouvernement, fidèle à ses engagements de défendre les citoyens nigériens en tout temps et en tout lieu, a décidé, à compter de ce vendredi 3 janvier 2014, d'organiser un pont aérien pour rapatrier nos compatriotes vivant dans ce pays. Leur recensement a été effectué par une mission qui a été expressément dépêchée sur place depuis le dimanche 29 décembre 2013. Pour le bon déroulement de cette opération, une cellule de crise est actuellement à pied d'œuvre pour organiser l'accueil à Niamey et l'acheminement des rapatriés dans leurs villages respectifs. Des dispositions sont déjà prises par le gouvernement pour leur prise en charge durant le transit. Le gouvernement tient à rassurer l'opinion publique nationale que toutes les mesures sont prises pour que les 711 ressortissants nigériens recensés rentrent au pays dans les meilleures conditions possibles. Un premier vol transportant 145 personnes, dont 42 enfants, est attendu ce vendredi 3 janvier aux environs de 18 h, suivi d'un second de 148 personnes. Enfin, le gouvernement remercie l'Organisation internationale pour les migrants, le système des Nations Unies, la Croix-Rouge, les forces françaises, dispositif Sangaris et la MISCA qui ont facilité cette opération de rapatriement. Oui, le Niger vient justement de procéder au rapatriement de ses ressortissants vivant à Bangui, en République centrafricaine. Le premier vol a atterri hier soir à l'aéroport international Djoré Hamani de Niamey avec 152 personnes à bord, accueillies à leur arrivée par les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Hamani Seni, Mamoudou Idrissa. C'était vers 20 h du soir quand ce premier vol des rapatriés nigériens à Bangui, en Centrafrique, a atterri à Niamey. À son bord, 152 personnes sur 771 Nigériens qui sont actuellement dans ce pays. Accueillis par le ministre de l'Intérieur, celle déléguée aux Affaires étrangères et des Nigériens à l'extérieur, et la directrice de cabinet du Premier ministre, ainsi que plusieurs personnalités du pays, les rapatriés ont été rassurés quant au soutien du gouvernement du Niger pour leurs conditions de rapatriement meilleures et leur acheminement dans leurs régions respectives. Vous savez, les conditions de sécurité là-bas, la dégradation de la situation sécuritaire en Centrafrique est terrible et nous avons pour devoir, et nous l'assumons, de sécuriser les Nigériens, de les rapatrier au Niger dans les conditions les meilleures de sécurité, de santé et de dignité. Et là, ce que vous voyez ici, c'est que
toutes les forces du point de vue de la sécurité et du point de vue de la protection civile sont là. Vous avez le groupement national des sapeurs-pompiers qui est là. Vous avez la santé, vous allez voir les dispositions en matière de santé qui ont été prises. Vous avez toutes les autres forces de sécurité, gendarmerie, police. Nous avons mis tous les moyens pour qu'ils soient accueillis dans la dignité. Et nous acheminerons ces rapatriés-là dès demain. Ils continueront leur chemin dans les différentes régions jusqu'à arriver dans leur localité. Donc tout le dispositif a été mis en place et il fonctionne à merveille. Pour cette première nuit, ils ont été hébergés dans les dortoirs des pèlerins à l'extrême est de l'aéroport. Une unité de soins a été mise en place, ainsi qu'une unité de restauration. Il faut préciser que le gouvernement a mis en place un comité interministériel interdisciplinaire chargé du rapatriement de nos concitoyens au pays. Un sous-comité siège déjà à Bangui pour se rassurer de la rentrée au bercail complète des Nigériens en Centrafrique. Et comme annoncé, ces rapatriés ont quitté Niamey ce matin pour leur chef-lieu de région où ils seront par la suite conduits dans leurs familles respectives. Il faut noter que le gouvernement nigérien est appuyé à cet effet par l'Organisation internationale de la migration et la Croix-Rouge nigérienne. Gérard Abdelaziz Issakis. Depuis leur arrivée hier soir, les premiers retournés de la Centrafrique, dont un est ressortissant de Tillabéri, 10 sont issus de la région des Zender et les autres de l'Ader, ont été pris en charge totalement et gratuitement par le gouvernement. Hébergement au grand aérogare de l'aéroport international d'Urhamani, restauration et soins médicaux. Au moment de leur embarquement pour les chefs-lieux de leurs régions respectives, ils n'ont pas manqué par le biais de leur coordonnateur de présenter leur gratitude aux autorités nigériennes qui viennent de les sauver du chaos centrafricain. La situation est catastrophique parce que maintenant les gens ne travaillent pas, ils sont à l'intérieur dans leur maison. Il n'y a même pas de quoi manger pour les Nigériens qui sont là. Nous remercions beaucoup le gouvernement nigérien de leurs efforts et puis nous souhaitons encore la bonne paix. Selon le coordinateur Habibou Seydou, les Nigériens vivant en Centrafrique sont estimés à plus de 2000 âmes. Bangui, la capitale, compte 1113. 850 d'entre eux souhaitent rentrer au bercail. L'État du Niger est aidé dans cette tâche par l'Organisation internationale de la migration OIM, appuyée elle aussi au Niger par la Croix-Rouge. Dès qu'il y a eu le déclenchement de cette crise, on a été instruit par les plus hautes autorités, notamment son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour prendre toutes les dispositions pour rapatrier les Nigériens en toute sécurité. On a 151 personnes qui sont arrivées. Nous avons eu un premier vol hier. Le deuxième vol est parti tout à l'heure. On espère avoir 2 vols aujourd'hui. Le but vraiment, c'est de sécuriser les Nigériens partout où ils sont. Et les cas de la Centrafrique, c'est vraiment un cas assez particulier. Depuis Bangui, notre équipe sur terrain a assisté l'équipe déployée par le Niger pour les besoins de rapatriement volontaire de ces migrants. À leur retour ici, on est en train de les assister pour qu'ils puissent rejoindre leur destination finale. Le transport se fera par ces bus que vous voyez et jusqu'aux régions. Et à partir des régions maintenant aussi, nos antennes au niveau des régions vont les assister pour leur destination finale. Et on va essayer de maintenir le lien avec ces retournés. Combien de vols sont prévus pour rapatrier l'ensemble des Nigériens qui souhaitent retourner au pays? En principe, 6 vols. Et si le besoin est toujours là, l'OIM compte aussi mettre d'autres charters, en plus de ce que le gouvernement a déjà mis sur place, pour rapatrier ceux qui sont dans les provinces et qui ont des problèmes pour venir vers Bangui. Et qui sont des sinistrés aussi, mais vu les attaques et autres, ils ont peur de rejoindre la ville de Bangui. Donc on mettra toujours à leur disposition des moyens de transport pour qu'ils puissent revenir en paix s'ils rejoignent Bangui. Une fois le rapatriement terminé, une autre question va se poser, celle de la réinsertion socio-économique. La majorité des retournés ont en effet été dépouillés de leurs biens ou les ont laissés en Centrafrique, craignant pour leur vie. Le président du PNDS Taria était hier à Zender face à la presse
Bazoum Mohamed a répondu à plusieurs questions, dont entre autres économiques, portant notamment sur la révision du contrat minier avec Areva, l'affaire dite de 400 milliards de francs CFA laissés au Trésor national par l'ancien régime de la 6e République, les griefs portés par l'opposition contre le PNDS Tareya. Un extrait de l'intervention de M. Bazoum Mohamed avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. L'opposition politique a une cagnotte de 125 milliards qui a été déjà débloquée pour l'achat des consciences de la perspective des élections de 2016. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'affliction cette déclaration de l'opposition. Vous savez, nous avons été dans l'opposition pendant longtemps et vous ne vous avez jamais entendu tenir certains propos. Lorsque nous avons dénoncé des détournements, nous avons apporté des preuves. Or, je lis dans leur déclaration qu'ils ont affirmé qu'il y aurait une somme de 125 milliards qui est programmée pour faire passer le président de la République au cours de l'élection de 2016. Je pense que ça ne fait pas très sérieux de parler comme ça. Il balance une information sans se soucier de la moindre preuve qui puisse l'étayer pour la rendre crédible. Mais ce qu'il recherche, c'est les effets d'annonce. Et puis, il parle des élections de 2016 qui vont être remportées par le président de la République. Vous savez, nous, on n'a jamais dit ça. Nous sommes toujours allés aux élections, nous avons toujours été battus, nous avons toujours reconnu les résultats des élections. Nous n'avons jamais, 3 années à l'avance, déclaré que les élections sont frauduleuses. Nous avons, au contraire, toujours dit que nous allons nous battre pour que les élections soient transparentes et nous avons toujours promis que nous allons les remporter. Toujours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous n'avons jamais cédé à nos adversaires, qu'ils ont gagné les élections à l'avance, même de façon frauduleuse, parce que nous avons l'ambition de nous battre et de gagner les élections. Nous n'avons pas jeté les armes, en dépit des pratiques qui avaient cours, en dépit du rapport de force entre nous et eux. Au pouvoir, ils avaient des moyens. Nous étions dans l'opposition, nous étions démunis. Mais nonobstant cela, vous ne nous avez jamais entendu dire que les élections, 3 années à l'avance, sont déjà frauduleuses. Qu'ils ont mis tel montant, avec précision, 125 milliards, hein, sans un franc de plus, sans un franc de moins, et que ces élections-là, ils vont les remporter à l'avance. Nous n'avons jamais fait ça. Vous ne nous avez jamais entendu dire que nous allons remporter les élections. Nous n'en parlons même pas par pudeur. Ça, c'est des choses que nous nous interdisons formellement. C'est maintenant seulement après que les journalistes nous posent la question que nous disons que probablement notre candidat, ce sera Mahamadou Issoufou, parce que c'est notre candidat naturel. Nous n'avons même pas dit que Mahamadou Issoufou est candidat pour qu'a fortiori nous soutenions qu'il va remporter les élections au premier tour parce que nous avons de l'argent. Je veux que s'ils ont de réelles ambitions, comme nous les avions nous, lorsque nous étions dans l'opposition, ils se battent. Qu'ils ne rentrent pas les armes. Qu'ils disent qu'ils vont gagner les élections. Mais pas que. Ils procèdent à des accusations. Oui, c'était là un reportage depuis Zender. Cérémonie de présentation des trophées ce matin au ministère de la Culture, des Arts et Loisirs, des trophées remportés au Festival du film documentaire de Blita, Togo et au Festival Al-Qaïda. Les réalisateurs nigériens comme Sani Magouri, Momoni Bakabe et Maman Bakabe ont été distingués. Comme meilleurs acteurs, Yazidogo et Ami Mamani Abdoulaye. C'était en présence du ministre de la Culture, Djari Isiaka. La 3e édition du festival film documentaire de Blita au Togo s'est achevée avec 2 grands prix, le prix de l'intégration sous-régionale et le prix de l'espoir. Ces 2 prix ont été remportés par le Niger. Il s'agit de Sani Magouri pour le premier prix et Moumouni Bakabe pour le 2e prix. Le premier prix, c'est le plus grand prix de ce festival qui a été décerné par notre président de la République, M. Issoufou Mahamadou.
donc, qui a remis un trophée plus un montant pour soutenir les Togolais. Donc le premier prix a été remporté par le jeune Sani Magori, assis derrière vous là-bas, avec son film Kukankoutia, qui a déjà reçu pas mal de prix déjà. Et nous avons également le second prix qui est appelé le prix de l'espoir, qui a été remporté par Bakabe Moumouni, Maman qui est là derrière vous. Aussi dans le cadre de la coopération cinématographique entre le Nigeria et le Niger, et précisément l'État des Canaux, le festival Al-Geita qui s'est déroulé du 17 au 18 décembre a permis de distinguer Maman Bakabe comme meilleur réalisateur, Yazi Dogo et Ami Mamani Abdoulaye comme meilleur acteur dans le film Gari Aizafi. Ces jeunes réalisateurs viennent de remporter respectivement le trophée de l'intégration sous-régionale offert gracieusement par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, assorti d'une enveloppe de 500 000 francs et le prix de l'espoir. C'est dire, mesdames et messieurs, que le Forum des jeunes qui les a formés et dont le promoteur n'est autre que le ministre Inoussa Ouseni s'affirme de jour en jour comme une véritable pépinière du cinéaste nigérien. C'est le lieu d'encourager la Direction générale de la cinématographie du Niger pour son offensive dans l'encadrement des artistes du domaine du cinéma afin d'en faire des professionnels. C'est du reste un de nos grands chantiers au niveau de l'administration culturelle du Niger. Nous avons en effet une préoccupation constante, c'est celle de tirer le meilleur profit de la dimension économique de la culture. Ce fut l'occasion pour le ministre de la Culture d'encourager les différents lauréats à persévérer dans cette même dynamique et d'interpeller la jeunesse à leur emboîter les pas dans cette dynamique de révolution du cinéma nigérien. Après la culture, la santé, avec la fin de la mission de supervision des formations sanitaires de la région d'Agadez par le ministre de la Santé publique, le département d'Arlit a constitué la dernière étape. Manu Agali a tenu une réunion de synthèse de sa tournée, résumée Hachim Mohamed et Nassir Nakaka. Comme partout ailleurs, les habitants de la commune urbaine d'Arlit ont réservé un accueil empreint de chaleur au ministre de la Santé publique Manu Agali et sa délégation. Au programme de visite qu'il a effectué, le centre de santé intégré Boukouki, un quartier populaire de la ville d'Arlit, réalisé sur fonds propres de la commune pour un coût global de 82 millions de francs CFA. Le ministre de la Santé publique a saisi cette opportunité pour féliciter les maires d'Arlit, Abdurrahman Mouli et l'ensemble du conseil municipal pour ces investissements d'intérêt public. Outre l'engagement de la mairie, la mission a relevé la nécessité de renforcer les capacités des agents de santé et les circuits électriques à l'hôpital du district sanitaire d'Arlit. Après la visite des locaux, le ministre de la Santé publique a réceptionné un don de la Fondation Areva par le biais de l'Association nationale pour la promotion de santé publique. Il s'agit d'un lot de matériel destiné à renforcer les capacités opérationnelles de 11 formations sanitaires de la région. Manu Agali, au terme de cette cérémonie, remercié au nom des bénéficiaires et du gouvernement le groupe nucléaire français Areva. Le ministre de la Santé publique et sa délégation devaient ensuite suivre l'exposé des indicateurs du district sanitaire d'Arlit présenté par Dr Aliou Taïebou. Les membres de la mission ont posé des questions d'éclaircissement et apporté des contributions, ainsi que les partenaires de la santé, notamment l'UNICEF représenté par Dr Alfari Doda, administrateur zone nord Agadez-Tawa. L'exposé laisse apparaître la nécessité d'appuyer les cliniques mobiles pour toucher les populations nomades. Les problèmes d'évacuation des eaux usées constituent une préoccupation au niveau de cette formation sanitaire, tout comme au niveau du CSI à Kokan, en réhabilitation visitée également par la délégation ministérielle. Ce chantier fait partie d'un projet financé par l'Union européenne qui comprend aussi la réalisation d'un hôpital de district de référence et des CSI visités aussi par la mission. Malheureusement, l'entreprise Mohamedou Kadri, chargée d'exécuter les travaux, a accusé un retard de 5 mois. Le délai de financement expire 31 décembre 2013. En visitant les différents chantiers, le ministre de la Santé publique a instruit l'entreprise
de parachever les travaux conformément aux instructions du Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikidou et le préfet d'Arlit Alat Mogaskia ont été chargés par le ministre Manoir Ali d'assurer la supervision permanente des travaux qui ne doivent souffrir d'aucune insuffisance, devait rappeler le ministre de la Santé publique au terme de ses visites. A noter avant de finir que l'hôpital de Somaïr a aussi reçu la visite de la mission. D'amples explications ont été données par les responsables de cet hôpital qui assure depuis la création des sociétés minières Somaïr et Cominac la gratuité de la prise en charge des patients. Aussi, tout en remerciant les partenaires pour ces appuis inestimables, le ministre de la Santé publique a insisté auprès des responsables de l'hôpital Somaïr quant à la bonne collaboration avec les services techniques étatiques de santé et en particulier en matière de transmission des données statistiques au ministère de la Santé publique à travers ses démembrements. Dans le cadre de la rétrospective de l'année 2013, nous vous proposons ce soir les grandes réalisations effectuées dans le domaine des infrastructures au cours de l'année qui vient de s'achever. Le rappel de faits avec Tahirou Hassan et Moussa Yahya. Les autorités de la 7e République se sont attelées de leur installation en 2011 à la mise en œuvre d'un vaste programme qui vise à doter le Niger d'infrastructures répondant aux normes internationales actuelles. Ce volet du programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou, qui prend en compte à la fois l'aspect des villes et les routes, a bénéficié d'une attention encore plus accrue au cours de l'année 2013 qui s'achève. L'infrastructure phare à Niamey est sans conteste l'échangeur de l'avenue Malibéro et l'avenue du Zarmaganda. Ce joyau, réceptionné le 17 septembre 2013, a coûté environ 12 milliards et se compose d'un viaduc de 206 mètres linéaires avec 2 fois 2 voies de 3,50 mètres, un carrefour giratoire au niveau inférieur, une passerelle piétonne et des déviations de 2400 mètres au total. Cet échangeur, le premier d'une série de 4 prévus dans le cadre du programme Niamey-Niala, est l'ouvrage qui marque le démarrage de ce programme ambitieux résultant d'un engagement personnel du président de la République Issoufou Mahamadou. Ce programme, qui sera étalé sur une période de 20 ans pour un coût estimatif de 644 milliards, vise à faire de Niamey une capitale coquette à l'horizon 2030. Quant au volet construction des routes sur l'étendue du territoire, il a permis de revoir le réseau national dans une très grande partie. Je vais commencer par les gros chantiers. Maradi-Madaronfa que nous venons de lancer. Les travaux sont en cours. Ils sont en train de faire les ouvrages et d'ici peu certainement elle va prendre forme. Il y a la route Goudel, Tondibia, qui fait 18 km. Il y a les 70 km qui sont en voie donc, dans la ville de Niamey. Il y a Madawa Bouza Keta, que nous sommes en train en tout cas de vouloir lancer pour le bitumage pour 140 km. Il y a Filengue à Balasanam, une longueur linéaire de 125 km. Il y a Saïtapoa qui est en train d'être, en tout cas nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que ce chantier-là prenne fin. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres déjà. Il y a Namaro Farié, donc, qui a été déjà réceptionné, donc 65 km. Nous avons Mouja Lela, long de 36 km. Il y a Balé Filengue qui va, long de 82 km, qui va incessamment aussi commencer. Madawa Gidarunji, long de 107 km, c'est en chantier. Nous avons Sarnawa Madawa, long de 71 km. Et là, c'est presque, en tout cas, nous sommes dans les phases finales pour ce chantier-là. Nous avons Zander, Bandé, frontière du Nigeria, en passant par Magaria, c'est le 10e fait. Nous avons Agadez Ablama, qui est long de 105 km, c'est toujours le 10e fait. Il y a Goudoumaria Jaziri, nous avons eu des problèmes, donc nous avons retiré ce marché-là. Et nous sommes en train, donc, avec les bailleurs, de voir les voies et moyens pour relancer ce chantier-là. Il reste à peu près une vingtaine de kilomètres à finaliser sur 39. Nous avons Arlit à Samaka, long de 223 km. Et Difa, frontière du Tchad, c'est 185 km plus donc 15 km de voirie urbaine dont Mainé, Difa et Ngigimi. Vient après donc Istanbulawa, la route Istanbulawa que vous en avez déjà entendu parler lors de la visite donc, du Premier ministre turc.
a promis de faire 484 km donc, de route à partir d'Agadez en passant par Dabaga, Iferouane, Timia pour revenir à la RTA. Donc là aussi, nous sommes à pied d'œuvre. Outre ces ouvrages déjà réceptionnés et ces nombreux chantiers en phase de finition, toujours dans le cadre du programme de renaissance du président de la République, d'innombrables autres projets sont engagés, parmi lesquels plusieurs études lancées ou achevées au cours de l'année 2013. En plus des infrastructures routières, l'ambitieux programme de renaissance du président de la République a permis de lancer plusieurs projets d'infrastructures hôtelières, sanitaires et administratives au cours de l'année 2013. C'est ainsi que, entre autres, le chef de l'État a personnellement procédé à la pose de la première pierre de 3 immeubles administratifs, dont 2 de 8 étages et 1 de 10 le 1er avril 2013 à l'emplacement des cases allemandes. Puis le 12 avril du même mois, il posa la première pierre de 2 tours qui seront financées par la BID et qui serviront de centre commercial et résidentiel. À cela, il faut ajouter le projet de construction d'un hôtel 4 étoiles qui coûtera environ 25 milliards à Gamkale, lancé le 5 août 2013. Et enfin, le 1er octobre, le lancement d'un autre projet de la coopération chinoise, l'hôpital de référence de 500 lits pour un coût d'environ 27 milliards. Cet investissement grandiose que nous offre la coopération chinoise est une importante contribution à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015. Cet hôpital disposera d'un hôpital de 4e niveau de référence, destiné à assurer la prise en charge effective des pathologies rencontrées dans notre pays, voire au-delà. Toutefois, au cours de cette année 2013, tout n'a pas été parfait, notamment dans le domaine des infrastructures routières, car la RTA attend toujours d'être reprise, tandis que les travaux de réhabilitation du tronçon Belagaya peinent à s'achever. Tout est mis en œuvre pour rattraper ce retard, alors que de nombreuses études sont lancées tant pour les routes bitumées que pour les pistes rurales, selon les autorités en charge de la question. Le ministre de l'Équipement annonce aussi 3 autres échangeurs, un 3e pont à Niamey et probablement des travaux sur le 1er pont pour 2014. Sur un tout autre plan, la Confédération nigérienne du travail CNT a désormais son propre siège dénommé Bourse de travail El Hadji Sako Mamadou du nom de son secrétaire général actuel. L'inauguration du local s'est déroulée ce matin au village de la Francophonie en présence du ministre de l'Emploi et du Travail. À côté au Glaçan, c'est Soumaïla Ibrahim. Fini le squat pour la Confédération nigérienne du travail qui vient de se doter d'une bourse de travail et d'un centre de formation grâce à l'appui de son partenaire belge ACV Wazandander. Mais la réalisation de cette siège et centre de formation est le mérite de beaucoup de personnes. Donc les remerciements sont à leur place. Remerciements aux architectes et ingénieurs, remerciements aux différents entrepreneurs, mais surtout un très grand merci à tous les travailleurs qui ont construit le bâtiment, les maçons, les électriciens, les plombiers, les charpentiers, etc. Vous pouvez être très fiers parce que le travail que vous tous avez fait est excellent, c'est impeccable. Mes félicitations sincèrement et bien méritées. Cette prouesse de la CNT a d'ailleurs valu à son secrétaire général une distinction de son partenaire ACV. Ce rêve est devenu une réalité. Une œuvre magnifique et inédite, comprenant un siège, un centre de formation et un institut d'éducation ouvrière. Et ça a été réalisé grâce à l'appui des partenaires de l'ACV Wazandander. Une flopée d'allocutions se sont succédées, les unes plus élogieuses que les autres à l'endroit de la CNT, de la part de ses partenaires qui ont fait le déplacement de Niamey pour la circonstance. Elles émanent du secrétaire général adjoint de la CNTB du Burkina Faso, du coordonnateur continental du CNV international et WSM Cotonou Bénin, celle bien remarquée de la présidente du Conseil national de transition de la République de la Guinée et bien entendu celle du secrétaire fédéral d'ACV Wazandander de Belgique pour prouver toute sa satisfaction. C'est une première au Niger dans le giron des centrales syndicales de se doter de leur propre siège sans l'aide directe de l'État. De rappeler
dans le cadre des négociations sanctionnées par le protocole d'accord du 20 mars 2009, signé avec l'intersyndicale des travailleurs du Niger, le gouvernement avait accepté d'attribuer aux centrales syndicales signataires du protocole et qui ne disposaient pas de siège des parcelles en vue de la construction de leur siège. Moins de 5 ans après cette attribution, la Confédération nigérienne du travail a reçu ses paris et elle nous invite aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration non seulement de son siège, mais également d'un centre de formation construit sur le terrain qui lui a été affecté. Par la présente réalisation, la CNT démontre à suffisance que le syndicat ne se résume pas aux seules revendications, mais qu'il peut aussi être un vecteur économique. Le parti RSD Gaskia a célébré ce jour samedi 4 janvier 2014 à Maradi son 10e anniversaire. Une célébration marquée par plusieurs manifestations, dont un grand meeting tenu en présence du président du parti Chifou Amadou et de plusieurs invités des partis amis. Nous y reviendrons plus en détail demain. En prélude à la création de sa chambre de métier d'art, le département de Dosso vient de faire le choix de ses délégués. C'était sous la présidence du préfet du dit département, Manu Elhaj Sido Harisugarba. Conformément aux directives de l'IMOA, notre pays s'est engagé dans une logique de mise en place d'une chambre nationale des métiers d'art qui elle-même sera installée par les chambres régionales de métiers d'art qui sont aussi élus par les délégués des différents départements qui composent la région. Et c'est dans ce cadre que le département de Dosso vient d'élire ses 16 délégués. Au cours de cette rencontre élective, après le mot de bienvenue du président régional des artisans de Dosso, M. Hammajibou, qui a salué les efforts des autorités nigériennes dans le cadre de la promotion de l'artisanat dans notre pays, tout en invitant ses collègues à unir leurs efforts dans un esprit de confiance et de créativité, le préfet du département de Dosso, M. Elhaj Issifou Garba, a d'abord réitéré ses félicitations aux artisans de Dosso pour leurs meilleures prestations au niveau national et sous-régional avant de les inviter à faire de bons choix pour que la représentation de Dosso au niveau national puisse contribuer au rayonnement du secteur de l'artisanat dans notre pays. Quant au directeur régional du tourisme et de l'artisanat de Dosso, M. Goumat Mahamman, il nous cite les objectifs visés par le choix de ses délégués et la création des chambres des métiers d'art. Nous sommes en train d'installer la chambre des métiers de l'artisanat du Niger. Donc c'est un long processus. Donc on va commencer d'abord par le choix des délégués. Ensuite, il y aura 16 délégués par département. Donc chaque branche d'activité aura un délégué. Donc il y a 16 branches, il y a 16 délégués. Donc ces 16 délégués vont se retrouver très prochainement ici à Dosso pour élire ce qu'on appelle les conseillers régionaux. Ils vont se retrouver à 16 au niveau de la région. Donc chaque branche est représentée par les 16 là. Nous tenons à remercier les autorités administratives et coutumières de la région de Dosso, notamment le gouverneur de Dosso qui nous a permis de faire cette mission en débloquant les sous à temps. Nous tenons aussi à remercier les préfets et les maires des différents départements que nous avons sillonnés. À Zender, il s'est agi d'une réunion d'élaboration du fichier électoral dans la perspective des futures élections consulaires régionales du secteur de l'artisanat. Détail, Mariam Keta, Fajibouka. La présente réunion d'élaboration du fichier électoral des futures élections consulaires régionales et nationales constitue la première étape d'une série d'activités entreprises par le ministère en charge de l'artisanat en vue d'aboutir à la mise en place effective de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger. Elle a aussi pour objectif la validation du choix des 16 membres au niveau des 16 branches composant la nomenclature des métiers artisanaux dont 207 métiers ont été répertoriés. Après le mot du bienvenu du président de la Fédération régionale des artisans de Zender, la Frazi, Moustapha Moman, le directeur régional du tourisme et de l'artisanat, Omar Arzika, explique l'importance d'une telle rencontre. La mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus d'organisation du secteur de l'artisanat au Niger. Il s'agit en effet d'une prescription de l'ordonnance
92 026 du 7 juillet 1992 qui stipule en son article 112 en vue de faciliter le dialogue et de gérer la concertation avec les artisans, des dispositions seront prises pour entreprendre la création des chambres de métiers régionales et nationales à court terme. Le secteur des métiers artisanaux est très porteur dans le développement économique de la région de Zender en particulier et du pays en général, a annoncé le secrétaire général du Conseil de ville. En témoigne le plébiscite de réussite acclamé et certifié à l'endroit de Zender, région phare de la 8e édition du SAFAM, tenue récemment à Niamey. Aboubakar Maman-Gentil de préciser que la ville de Zender s'est toujours distinguée à l'échelon national, occasion pour lui d'exhorter l'ensemble des acteurs concernés de la ville pour une implication effective afin de préserver le baromètre du classement, avec la ferme conviction que la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, Semani, prendra en charge les questions structurales au niveau de chaque branche la composant. Dosso abrite depuis ce matin un atelier de renforcement des capacités des maires sur le rôle et responsabilité des acteurs pour une bonne gouvernance. Atelier organisé par la Fondation Salou Jibo et dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de la région, Ali Hachim et Habibou Garba. Organisé par la Fondation Salou Jibo, en abrégé FONSAT, les travaux de cet atelier sur les rôles et responsabilités des acteurs est une bonne opportunité pour les maires de la région d'échanger sur les notions et valeurs de la bonne gouvernance, principe cher à la Fondation Salou Jibo. Après les mots de bienvenue prononcés par le maire de la commune urbaine de Dosso, Idriss Issoufou, le coordonnateur principal de la Fondation Salou Jibo, Aboubakar Abdelrahman, a pris la parole pour rappeler que la FONSAD a été créée en 2012 à l'initiative du général des corps d'armée Jibo Salou, ancien chef de l'État du Niger, avec le soutien d'une dizaine de membres et a pour mission d'œuvrer en faveur de la paix, de la démocratie et du développement durable à travers des actions de sensibilisation, de médiation et de développement, mais aussi et surtout des conférences, ateliers et séminaires, ainsi que des projets de développement durable dans les domaines de l'environnement, de l'eau, de la santé, de l'agriculture et de l'énergie. Le coordonnateur de la FONSAD de préciser que malgré toutes les dispositions prises, force est de reconnaître que les défis de la bonne gouvernance restent énormes, d'où l'intérêt du présent atelier. Au Niger, depuis mars 2011, la décentralisation voulue par les dirigeants est devenue pleinement effective avec la mise en place des organes délibérants et exécutifs de 262 collectivités territoriales, dont 255 communes. Ceci se traduit dans les faits par un transfert de responsabilité aux populations en matière de gestion des affaires locales. Aussi, l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant code général pour les collectivités territoriales, à son titre 1, qui est relatif à la libre administration des collectivités territoriales, définit les rôles et les responsabilités dévolues aux différents acteurs locaux et aux collectivités territoriales. Malgré tout ce dispositif juridique mis en place, force est de reconnaître que le défi de la gouvernance locale reste énorme. D'autant plus que ceci requiert des compétences en matière de prise de décision, de politique budgétaire, de programmation, d'investissement. Donc c'est conscient de ces difficultés que rencontrent quotidiennement les élus dans l'exécution de leurs fonctions que la FONSAD se propose d'apporter sa modeste contribution à travers l'organisation du présent atelier. Et dans ce cadre, Dosso constitue la première étape d'une expérience que nous voulons étendre à toutes les régions du Niger. Par ailleurs, la FONSAD est heureuse de vous annoncer ici l'organisation prochaine du concours du meilleur maire de l'année et aussi la fenêtre citoyenne sur la bonne gouvernance locale. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatou Ali, a, au nom des autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, présenté les félicitations et sincères remerciements de la population de Dosso à la Fondation Salou Jibo pour cette initiative combien noble, puis formuler des vœux de santé, de prospérité et de succès à tous ceux qui ont effectué le déplacement, singulièrement les honorables députés. Les thèmes centraux de l'atelier, à savoir rôle et responsabilité des acteurs pour une bonne gouvernance locale,
est en parfaite harmonie avec la vision du général de corps d'armée Djibo Salou, surtout quand on sait le rôle combien important il a joué dans la restauration de la démocratie dans notre pays, devait préciser en substance le gouverneur de la région de Dosso avant d'inviter les participants de suivre avec toute l'attention requise les enseignements qui leur seront donnés. L'ONG Head Tamat a tenu jeudi dernier à Agadez les assises de sa 9e Assemblée générale ordinaire sous le thème « La culture de la paix pour un développement durable ». C'était sous la présidence de M. Manu Agali, président du conseil d'administration de l'ONG. Détail Mohamed Madou, Ibrahim Mariko. Se conformant aux dispositions des textes statutaires de leur organisation non gouvernementale, les participants auront à délibérer sur 3 points essentiels inscrits à l'ordre du jour de la session. Il s'agit du bilan moral et financier du conseil d'administration sortant, de l'examen et adoption du plan stratégique 2014-2017 et de l'élection des membres du nouveau bureau du conseil. Après les mots de bienvenue du vice-maire de la commune urbaine d'Agadez et du secrétaire général du conseil régional, le PCA de l'ONG HD Tamat, M. Manu Agali, a salué les marques d'intérêt et de soutien constant que les autorités administratives, avec à leur tête le colonel-major Garba Mikido, gouverneur de la région, n'ont jamais cessé de témoigner à l'endroit de l'ONG HD Tamat, une organisation non gouvernementale qui a vu en 14 ans d'existence le nombre de ses partenaires et le volume de ses projets significativement augmenté au grand bonheur des groupes cibles bénéficiaires. Face aux multiples défis à relever et pour répondre aux attentes de plus en plus pressantes des populations, l'ONG HD Tamat, dira son président, a développé et mis en œuvre une stratégie basée sur la diversification des partenariats, le renforcement de la collaboration avec les autorités administratives et les services régaliens de l'État et la prise en compte des politiques sectorielles dans la conception et l'exécution de ces projets. Composer avec tous les acteurs clés et intégrer l'ensemble des communes de la région d'Agadez dans sa zone d'intervention demeure l'approche privilégiée de l'ONG HD Tamat. Grâce au soutien de l'ensemble de nos partenaires, nos interventions touchent en plus de 15 communes de la région d'Agadez, les régions de Tawa, Zender et Tillabéri. Pour couvrir cette immense zone géographique, nous avons dû investir beaucoup dans les ressources humaines et dans les équipements. Ainsi, nos agents permanents, qui étaient moins d'une dizaine en 2000, sont aujourd'hui au nombre de 43. Notre parc roulant ainsi que nos bureaux ont connu une évolution comparable. C'est dire donc que la présente Assemblée générale intervient à une période charnière de l'évolution de notre structure, tant dans sa configuration organisationnelle que par rapport à sa capacité à faire face aux défis qu'impliquent les espoirs placés en elle par les populations et les partenaires. Au sujet du thème des présentes assises, M. Manu Agali reste convaincu que rien de sérieux ne peut se construire sans la sécurité et la paix. C'est pourquoi, a-t-il rappelé, l'ONG HD Tamat s'efforce depuis sa création en 1996 à apporter sa modeste contribution à l'édification de cette paix tant de fois mise à mal dans la région par des conflits armés à répétition. Préserver la paix, la consolider et l'enraciner dans notre comportement quotidien semble être le credo du PCA de cette organisation non gouvernementale. En ouvrant les travaux, le gouverneur d'Agadez s'est réjoui des efforts consentis par l'ONG HD Tamat qui œuvre sans relâche à l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations. Témoin de ces réalisations sur le terrain, le colonel-major Garba Mikido l'a qualifié d'acteur majeur de développement socio-économique et de partenaire de premier plan pour nos communes. Il devait par ailleurs souligner la pertinence du thème choisi à cette 9e Assemblée générale ordinaire. La thématique centrale de la présente Assemblée générale est la culture de la paix pour un développement durable. Le choix de ce thème procède de l'engagement de Head Tamat depuis sa création à soutenir la consolidation de la paix dans la région d'Agadez. Il vous souviendra qu'en 2012, l'ONG a mis en œuvre un projet à travers lequel 11 forats communaux et un forum régional ont été organisés autour des thématiques de la conciliation de la paix et du développement.
Le colonel-major Garba Mikido devait ensuite égrener la longue liste des réalisations de l'ONG HD Tamat, des actions concrètes qui ont valu à son président Mano Agali une distinction décernée par les plus hautes autorités du pays. Autre assemblée générale ordinaire, celle de l'ONG Karkara, qui a ouvert ses travaux ce matin à Tawa sous la présidence du secrétaire général de la région, Mbeka Mohamed. Le compte rendu de Mohamed El Mokhtar et Laolissine. Après les mots de bienvenue du vice-président du conseil régional, ce fut le tour du secrétaire exécutif de l'ONG Karkara Amadou Baré de prendre la parole pour rappeler que de 2003 à ce jour, l'organisation a mis en œuvre une dizaine de projets dans la région de Tawa pour une enveloppe globale d'environ 3 milliards de francs CFA avec plus de 200 000 bénéficiaires. Ces projets ont concerné principalement les domaines suivants: la promotion des activités de maraîchage, la promotion de la sécurité alimentaire, le renforcement des capacités des acteurs communaux et de la société civile, l'appui à la sécurisation des systèmes pastoraux, à travers notamment la délimitation des aires de pâturage et des couloirs de passage, l'appui conseil au processus d'obtention des accords sociaux pour la délimitation des espaces partagés, l'appui à la création des emplois à l'endroit des jeunes désœuvrés. Dans son intervention, le président du conseil d'administration de l'ONG Karkara, Moumouni Magawata, a déclaré qu'il s'agit ici de se retrouver pour un exercice de portée stratégique qui permettra d'examiner les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les leçons apprises. La 18e Assemblée générale ordinaire nous rappelle nos 22 ans d'action sur le terrain en faveur des populations nigériennes les plus vulnérables. La 18e Assemblée générale de notre organisation se penchera entre autres sur l'examen des bilans techniques et financiers des exercices de l'année 2011 et 2012, l'amendement des textes statutaires et réglementaires, le manuel de procédure, la stratégie de communication, le dispositif de gestion des risques. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général adjoint de la région, Mbeka Mohamed, a déclaré lui aussi que plus de 1000 ONG sont reconnues au Niger. Seules quelques-unes remarquables sont effectivement opérationnelles sur le terrain. L'ONG Karkara, dont nous sommes aujourd'hui revenus à l'occasion de la 18e Assemblée, fait partie des ONG nationales opérationnelles et actives sur le terrain. Cette ONG, qui s'est remarquablement distinguée par ses efforts en matière de mobilisation des ressources financières, d'accompagnement des communautés rurales et son implantation dans tout le Niger, fait aujourd'hui la fierté du mouvement associatif nigérien. Et puis, comme annoncé, un public reportage en partie magazine de cette édition. En effet, le président du PNDS Tareya était hier à Zender face à la presse. Bazoum Mohamed a répondu à plusieurs préoccupations de la presse, dont entre autres des questions économiques portant notamment sur la révision du contrat minier avec Areva, l'affaire dite de 400 milliards laissés au Trésor national par l'ancien régime, les griefs portés par l'opposition contre le PNDS Tareya. L'intégralité de cette conférence de presse. Bonne réception et bonsoir. Je ne pense pas avoir dit porter un programme de réforme fondamentale du PNDS pour qu'une telle question me soit posée. Nous allons plutôt assurer la continuité dans la gouvernance de notre parti en procédant à quelques réaménagements tels que je les avais indiqués pendant mon discours d'ouverture, travaux de notre 6e congrès. Nous sommes un parti qui est sur une pente ascendante et cela tient à la gouvernance qui a été mise en œuvre. Nous allons donc poursuivre cette gouvernance qui consiste à cultiver l'égalité, le respect des opinions, l'harmonie basée sur les droits, le droit tout simplement. Je pense que nous avons eu la chance rare
d'avoir à la tête de notre parti un homme, Mamadou Issoufou, qui avait toutes ces vertus-là et qui a su les cultiver en notre sein. Je ne rite pas d'une table rase en matière de gouvernance, bien au contraire. J'hérite d'une grande tradition et c'est cette tradition que je vais perpétuer. L'année 2016, début même de l'année 2016, ce sera les élections. Elles commencent d'ailleurs en fin 2015 pour ce qui concerne les municipales et les régionales. Notre parti, le PNDS, compte soutenir la politique du président de la République. Nous allons poursuivre notre politique de soutien à l'action du président de la République de façon à rendre plus visibles ses réalisations et nous adosser à cela pour convaincre le maximum des Nigériens à soutenir le président à travers les suffrages qu'ils accorderont d'abord à lui comme candidat de notre parti, plaise à Dieu, pour ce qui concerne l'élection présidentielle, et ensuite aux personnes que notre parti va proposer à différents mandats. Nous sommes dans une dynamique de progrès et ce n'est pas un hasard. Ma conviction, c'est que si notre parti a pu rester si cohérent, uni comme il l'a été, et victorieux comme ce fut le cas à chaque élection, si à chaque élection nous avons amélioré notre score, cela était principalement dû à notre unité qui procédait de la qualité de la gouvernance mise en œuvre par le président Issoufou. Et nous avons donc, nous, qui héritons de cela, un modèle sur lequel nous devons nous appuyer, dont nous devons nous inspirer plus précisément, afin que tout ce qui avait été positif dans ce que je viens de décrire soit engrangé, pour ainsi dire. Ma dernière question, c'est que l'affaire de 400 milliards qui aurait été laissée par l'ancien président de la République, Niamadou, reste sur un sujet de débat. Il semble en effet que, en dépit de ce qui avait été communiqué par le ministère des Finances, indiquant sur la base de pièces émanant des services du Trésor et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, indiquant que cette histoire de 400 milliards n'a aucun fondement. Une certaine opinion continue à croire que ça a pu être vrai, que ça pose de réels problèmes politiques. Pour cette raison, et compte tenu du trouble que ça sème dans les esprits, la justice a décidé d'ouvrir une instruction judiciaire. L'opposition politique a une cagnotte de 125 milliards qui a été déjà débloquée pour l'achat des consciences de la perspective des élections de 2016. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'affliction cette déclaration de l'opposition. Vous savez, nous avons été dans l'opposition pendant longtemps et vous ne vous avez jamais entendu tenir certains propos. Lorsque nous avons dénoncé des détournements, nous avons apporté des preuves. Or, je lis dans leur déclaration qu'ils ont affirmé qu'il y aurait une somme de 125 milliards qui est programmée pour faire passer le président de la République au cours de l'élection de 2016. Je pense que ça ne fait pas très sérieux de parler comme ça. Il balance une information sans se soucier de la moindre preuve qui puisse l'étayer pour la rendre crédible. Mais ce qu'il recherche, c'est les effets d'annonce. Et puis, il parle des élections de 2016 qui vont être remportées par le président de la République. Vous savez, nous, on n'a jamais dit ça. Nous sommes toujours allés aux élections, nous avons toujours été battus, nous avons toujours reconnu les résultats des élections. Nous n'avons jamais, 3 années à l'avance, déclaré que les élections sont frauduleuses. Nous avons, au contraire, toujours dit
que nous allons nous battre pour que les élections soient transparentes et nous avons toujours promis que nous allons les remporter. Toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous n'avons jamais cédé à nos adversaires, qu'ils ont gagné les élections à l'avance, même de façon frauduleuse, parce que nous avons l'ambition de nous battre et de gagner les élections. Nous n'avons pas jeté les armes, en dépit des pratiques qui avaient cours, en dépit du rapport